Salut à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Sweat Story. Aujourd'hui, on accueille Stan, entrepreneur à succès, recordman de la traversée de la France en courant et surtout un homme de défi qui nous montre qu'avec une volonté hors du commun, on peut tout accomplir. Le podcast est disponible sur Spotify et sur YouTube. N'hésitez pas à partager, à liker. Ça nous permettra d'aller toucher un maximum de monde et d'aller inspirer un maximum de personnes. Bon visionnage. Stan, bienvenue. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait un moment que je pense à toi pour discuter avec toi. On a passé pas mal de temps à la salle, mais on n'a pas eu trop le temps parce qu'on avait d'autres sujets de préoccupation, dont un entraînement pour un certain Ninja Warrior. Et donc pour un fail devant la France entière. Un demi-fail. Un demi-fail devant la France entière. Voilà. Et donc on n'a pas eu trop eu le temps de parler de toi, ta vie, et puis ta vie tout court, et donc voilà, donc j'avais vraiment envie de prendre ce temps-là avec toi et de poser quelques questions, d'aller un peu plus en profondeur. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur, exactement. On a un beau setup, donc on verra comment ça se passe plus tard, mais on est pas mal. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et en essayant de te présenter comme si tu te présentais à quelqu'un qui te rencontre pour la première fois, et c'est-à-dire comment toi tu te vois, qu'est-ce que tu dirais de plus important pour toi pour que les gens te cernent tout de suite. Écoute, en tout cas déjà merci pour ton invite, je suis hyper content d'être là. J'ai transpiré un peu dans cette salle, pas encore assez, mais entraînement juste avant, pour ça qu'on a les cheveux mouillés. Et je suis content de passer un moment un peu plus calme. Écoute, je dirais que je m'appelle Stanislas Gruot, on m'appelle Stan. J'aime pas trop qu'on m'appelle Stanislas, je trouve que ça fait un peu pompeux, tu vois, un peu voilà, les gens me font répéter en plus Stan quoi, donc Stan c'est facile. Et puis j'ai bossé aussi pendant 15 ans en anglais, donc c'est sûr que Stanislas j'avais complètement abandonné, donc c'était beaucoup plus facile de dire Stan. J'ai 37 ans. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une vie de défi, une vie d'aventure. Donc ça c'est un peu le fil rouge, donc je vais essayer de le chercher dans tout ce que je fais. D'avoir une vie engagée, mais pas une vie risquée. Donc que ce soit pour le boulot, que ce soit dans les éducations de mes enfants, que ce soit auprès de mes proches, que j'essaie de booster ceux que j'aime. Évidemment, c'est un peu ça le fil conducteur de ma vie. C'est comme ça que je me définirais. Et après, effectivement, pour les différentes étapes, j'ai eu plusieurs vies. Une première vie très classique, éducation. Voilà, on m'a appris comment il fallait faire, grosso modo avec les bonnes règles, les bonnes manières, etc. Après, pendant 10 ans, j'ai bourriné dans un environnement très particulier qui était le trading, donc finance de marché, voilà, très particulier. Puis après, j'ai décidé de lancer ma boîte et de faire un métier un peu plus passion, qui m'a amené plein de rencontres et hyper riche. Donc vraiment, j'ai l'impression d'avoir eu pour l'instant 3 vies, quoi. Ok, top. Avec justement cette nouvelle aventure que tu as lancée il y a quelques années, Explora, où les gens vont chercher on va dire des sensations qu'ils peuvent pas trop retrouver autre part. Est-ce que toi, il y a un lien avec ta personnalité, avec un trait de caractère que tu as qui correspond justement à ce projet-là, à ce que tu veux donner aux gens, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard? Est-ce que c'est... Ouais, c'est un peu ce projet Explora, c'est une agence de voyage d'aventure durable ou responsable qui est basée à Annecy. On a une 30aine de collaborateurs aujourd'hui, je l'ai lancé en 2019. Et effectivement, l'idée de base, c'était de faire vivre des moments extraordinaires en pleine nature aux femmes et aux hommes ordinaires que nous sommes. C'était ça un peu l'idée. Donc il y a vraiment cette idée de dire... nous, on est comme des petits Sims dans notre vie, métro, boulot, dodo. Bon, pour certains, c'est pas le métro, c'est le lac. Ils ont des vies mieux que d'autres, mais en tout cas, avec cette espèce de rengaine et cette répétition qui est difficile. C'est difficile c'est pas une critique. Hein, on est tous là-dedans. Et l'idée était de se dire, en fait, parfois, dans des petites parenthèses de vie, le temps d'une journée, le temps d'un week-end, le temps d'une semaine, de 15 jours, on peut vivre des moments extraordinaires d'aventure qui nous transforment, qui nous font dépasser, qui nous font apprendre nos limites, les dépasser pour certains, mais pas forcément, surtout les connaître, les reconnaître, qui nous permettent d'aller chercher des choses
qu'il est très compliqué d'aller chercher au quotidien. Des émotions, des souvenirs, des traits de sa personnalité, des manières d'interagir avec d'autres, parce que ce sont des voyages en groupe, donc faire confiance à l'autre qu'on ne connaît pas, etc. Je trouve que ça vient remuer beaucoup de choses qu'il est difficile de faire émerger dans la vie de tous les jours. Et donc moi, c'était vraiment ces moments de vie un peu extraordinaires, un peu hors du temps, effectivement à la lisière du dépassement de soi, pour certains de la prise de risque, mais moi je dirais plutôt de l'engagement, c'est-à-dire un risque mais qui est mesuré. C'est ça que je voulais essayer de faire éclore chez les gens, pour essayer de faire ressortir une espèce de petite transformation. Tu vois, c'est un peu ambitieux de dire je vais transformer les gens. Puis certains, ils ont des vies super, ils n'ont pas envie d'être transformés, ils veulent garder une super vie. Mais une transformation, c'est une image pour dire on va aller chercher et toucher quelque chose d'un peu nouveau. On peut d'ailleurs le retrouver dans des choses plus socialement acceptables comme le trail ou tu vois l'Ironman, le triathlon. Les gens font ça pour aller chercher une part d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais encore explorée. Moi, je voulais faire ça, mais à l'écran un peu à l'échelon du dessus. Avec des voyages un peu transformationnels, du coup, des voyages d'aventure. Et puis effectivement, pour répondre à ta question, le trait de personnalité qui se reflète, mon trait de personnalité qui se reflète là-dedans, c'est le côté un peu aventureux, c'est d'être à peu près sûr que si on va pas voir de l'autre côté de la haie, on n'a pas de chance de trouver de trouver de l'inattendu, de la richesse dans sa vie. Donc il faut un peu explorer pour trouver. Et je trouve que cette quête-là, elle nous met en mouvement, elle est hyper riche, elle nous suscite des rencontres, on apprend à mieux se connaître, on est plus dans la nuance, etc. Je trouve que ça enrichit nos rapports aux autres. Donc c'est dans cette zone grise, dans cet inconnu, au-delà de ses limites, proche de ses limites, je trouve qu'on trouve les plus belles rencontres, les traits de personnalité les plus fins, où on met un peu de nuance dans sa vie. Et comme voilà, je trouve que la vie, la société c'est très noir et blanc, c'est très bipolaire, tout est scindé, tout est extrême, il faut choisir son camp. Je trouve que comprendre que la vie c'est un peu plus nuancé, je trouvais ça chouette. Ça finit un peu en poésie, mais c'est un peu ça l'idée. Tu disais juste avant que tu étais un homme de défi. Ce serait quoi pour toi ta définition justement du défi? Parce qu'on n'a pas forcément la même définition en fonction d'où on vient, du parcours qu'on a. Ça n'a pas forcément la même image, ça ne représente pas forcément la même chose. Ça représente quoi pour toi un défi? Si toi tu dois te mettre un défi en place, à quoi ça correspond? Je pense qu'un défi, moi je donnerais une définition hyper simple. Un défi, c'est ce qui te fait grandir. Et donc c'est hyper large. Il y en a certains qui ont un défi face à la maladie. Ça fait grandir parce que ça fait apprendre des choses sur soi, sur ses proches. Dans les moments compliqués qu'on se rend compte de ce qui compte pour nous. Les personnes, ceux, CE et CEX, le plus important et ceux qui sont le plus importants. Donc c'est ce qui fait grandir. Parfois il y a des défis qu'on ne choisit pas dans la vie, qui nous sont imposés. Puis parfois on a le luxe, la chance de pouvoir les choisir et de se les fixer. Et ça, il faut pas oublier que c'est un luxe parce que parfois la vie nous en met. On les avait pas prévus et il faut quand même les prendre au sérieux, se préparer, s'entourer, prendre soin de soi, en parler, communiquer. Tu vois, en fait, les leviers sont les mêmes que pour un défi qu'on prévoit soi-même. Donc je dirais que c'est ce qui fait grandir. Donc effectivement, moi des défis. J'ai eu la chance et le luxe de ne pas en avoir dans ma première partie de vie, dans mon enfance en tout cas, de pas avoir de défis, tu vois, qui m'ont été imposés, qui m'ont été subis, effectivement. Et donc c'est par le défi du sport que je suis allé essayer de me fixer mes premiers moments un peu challengeants, et je l'ai trouvé dans la course à pied complètement par hasard. Parce que discipline facile à faire, qui se couplait bien à mes horaires en trading qui étaient complexes et souvent nocturnes. Et effectivement, c'est le sport dans lequel je suis tombé, pas par choix de cœur, mais par facilité. Et donc, je suis allé chercher dans ce sport la dimension du défi plus que l'amour de la pratique elle-même, quoi. Ok. Tu sais, il y a comme tu disais, tu parlais de la société juste avant, on était un peu dans notre métro boulot dodo et que ça, en théorie, mais j'y crois fortement, que de sortir de sa zone comme ça et d'aller explorer, d'aller se challenger, ça effectivement ça permet de faire grandir, parce que comme en sport, tu vas créer un stress et forcément le corps il va s'adapter et donc tu vas te renforcer, tu vas grandir. Et aujourd'hui, on a pas mal de gens qui pensent qu'on vit dans une société très protectrice, tu sais, où il y a peu de risques, où il y a pas trop de danger. Après ça se discute, mais où on se met pas trop en difficulté, on est très protégé, on vit dans une maison, on a du chauffage, etc., on mange à notre faim, etc., pour la plupart des gens. Et
Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont s'imposer justement des choses un petit peu plus dures. Ça peut être le sport, ça peut être les bains froids, ça peut être des défis, comme tu disais. Et en fait, leur objectif, voilà, c'est de casser un peu cette routine que tu peux avoir tous les jours, justement pour rester un peu actif et dans ce pourquoi on est fait, c'est-à-dire on est là, entre guillemets, notre corps il est fait un peu pour survivre aussi. Et c'est vrai que se rappeler de temps en temps qu'on a un corps qui est fait pour ça fait du bien. Et surtout, comme tu disais, ça permet aussi mine de rien, d'aller chercher des ressources qu'on pensait pas. Et justement, est-ce que les gens que tu vois, parce que je pense que tu dois avoir des retours des gens qui font des explorations, Explora Project, est-ce qu'ils trouvent qu'ils ont justement découvert des choses, comme tu disais tout à l'heure, sur eux-mêmes, des choses qu'ils ont réussi peut-être après à utiliser dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te reviennent aux oreilles? Ouais. Tu parlais de changement tout à l'heure. Est-ce que c'est plus ce changement-là ou Ouais, et puis parfois en fait, parfois les changements qui peuvent survenir se font pas forcément pendant l'aventure elle-même. Je pense que c'est parfois des petites graines qu'on plante. Déjà, cette aventure et cet inconnu, il commence dans l'inscription, quoi. Déjà, il y a des gens qui se lancent dans une initiation à l'alpinisme. Ils vont être à 4000 mètres d'altitude, alors qu'ils ont le vertige. Ou en tout cas, ça fait 30 ans qu'on dit qu'ils ont le vertige. Ça fait 30 ans qu'ils le répètent, mais ils sont pas vraiment sûrs. Et parfois, on sait pas pourquoi, au détour d'une conversation entre copines, au détour d'un dîner de famille, il se met ça en place et puis c'est dit. Et puis je vais faire une initiation à l'alpinisme. Et dans le regard des gens vers cette personne, quand elle dit ça, il se passe quelque chose qui la rend elle fière, quelque chose qui la fait, elle sent qu'elle sort de sa zone de confort, cette personne. Et je crois que la première graine, elle est là. Elle est dans le caractère public de dire ce qu'on fait. Déjà, je crois que là, c'est la première transformation, même avant l'expérience. Et même si l'aventure est annulée parce que le temps est mauvais, elle aura pris cette décision-là. Elle aura dit au monde, à son monde en tout cas, je vais faire quelque chose que j'ai pas eu l'habitude de faire. Je vais me donner les moyens d'eux, etc. Et ça, je pense que ça fait déjà grandir. Ensuite, après, pendant l'aventure, il peut se passer beaucoup de choses. Usuellement, il y a quelque chose effectivement d'assez régulier sur les retours, c'est la force du collectif. Parce qu'en fait, les gens s'inscrivent souvent seuls ou à deux ou en couple dans des voyages de 4, 5, 10, 15 personnes, un groupe avec beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Et donc les gens arrivent sur le parking, et bonjour, Juliette, Nico, etc. Bon, donc les gens au début ont un peu cette réserve comme on a tous par rapport au groupe, comme on peut avoir d'ailleurs en arrivant au CrossFit ici, on connaît pas trop les gens et chacun est un peu dans son coin au début. Et puis dans la difficulté, dans l'adversité, dans le premier moment d'imprévu, il voit cette main tendue, ce gars qui va te tendre une barre parce qu'il voit bien que t'as la dalle et qui te la file de son pique-nique pour te la donner, qui te dit tiens tu peux prendre mon pull ou ma couverture, tiens je te porte ton sac, t'inquiète le mien il y a rien dedans, et puis tu vois le soir en fait que dans son sac il était déjà hyper lourd le sien. C'est ces petites choses là qui nous font changer aussi notre regard aux autres. Et je crois effectivement qu'on est quand même dans une société assez cloisonnée où finalement l'autre c'est parfois dans des sociétés, dans l'entreprise en tout cas c'est un challenger potentiel, c'est dans un groupe, dans la rue, c'est l'inconnu, avec tout ce que ça comporte de risques. Et je crois que ce moment-là vient un peu aussi ressouder les gens entre eux. Donc la deuxième chose qu'ils apprennent, c'est déjà un rapport au groupe qui est dans cet inconnu, qui peut être assez bienveillant. Et je pense qu'ils ressortent beaucoup plus soudés qu'ils ne le pensaient. On a des groupes WhatsApp qui, plusieurs années après, continuent à être actifs. Groupes, ils sont partis en 2019 faire. Ils ont créé des liens, quoi. Et ils sont encore en train de papoter. Voilà la naissance de ma fille, voilà la photo, etc. Et puis peut-être la dernière chose qu'on retrouve, ça va être en fait je saurais pas dire des traumatismes, mais en tout cas des moments de vie qui ressortent à ce moment-là, des moments de vie que les gens ont pu traverser. Parler du vertige, ça peut être quelqu'un à qui on a dit qu'il serait jamais capable, quelqu'un à qui on a dit qu'il n'était pas sportif, qu'il était gros, qu'il était, tu vois, des choses de l'enfance parfois qui remontent dans cet état de fierté personnelle d'avoir accompli quelque chose qui est
qu'on pensait pas pouvoir accomplir, etc. Et donc on a des gens qui sont parfois dans des états émotionnels, on y ajoute un peu de fatigue, je vais pas dire la faim, mais en tout cas des habitudes alimentaires qui sont un peu différentes, un environnement dans lequel on a parfois moins de repères, ce qui permet de créer plus de liens. Et ben on a des gens qui émotionnellement en fait sont très très chamboulés et qui à la sortie de l'expédition et de l'aventure n'arrivent pas trop à mettre des mots sur ce qui s'est passé. Ils sont heureux, fatigués, et plusieurs jours après viennent sur nos questionnaires de satisfaction au téléphone nous dire en fait ça fait X années que et j'ai enfin réalisé que voilà. Et ça arrive très souvent. Okay. Alors là, ça peut être n'importe quoi après mes 3 petits points. Ça peut être, ça fait des années qu'on me dit que j'y arriverai pas et ça paraît pas grand chose peut-être pour vous, mais moi j'ai réussi à faire ça et j'oublierai jamais. J'ai vu dans les yeux de ma fille parce que parfois il y a aussi du père-fils, mère-fille, etc. Donc ouais, ce sont des petites transformations. Ça prend pas à chaque fois. On a des alpinistes hyper solides. C'est une sortie parmi d'autres et ils sont très contents quand on l'organise pour eux, tu vois. Faut pas non plus rendre le truc chamanique, quoi. Mais dans l'ensemble, je pense que ça plante des graines. Et quand bien même la transformation n'arriverait pas au bout de la première fois, en fait, c'est la capacité de dire je vais faire quelque chose que les gens pensent difficile, je vais me donner les moyens d'eux, et de step en step, comme ça, ils finissent par faire vraiment quelque chose de très très fat. Et là, effectivement, il y a plus les défis sont importants, je pense plus la fierté personnelle l'est d'autant, quoi. Après, et ça, c'est ça qui est super intéressant parce que toi, avec Explora, on va chercher on peut vraiment dire que c'est des défis quand tu vas partir, je sais pas moi, en Laponie, tu vas partir faire de l'alpinisme, etc. Après, tu vois, en comparaison avec ce qu'on fait ici dans une salle de sport, on va avoir un peu les mêmes. Ça me fait penser comme ça. Je n'avais pas pensé, comparé avec ce que tu disais, mais ça me vient comme ça. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens, en fait, les gens se rendent pas compte, mais souvent la salle de CrossFit, ça fait peur aux gens, tu vois. Les barres d'haltéro, le bruit, le machin, le truc, la transpiration, la musique, les mecs torse nu, enfin voilà, c'est un peu une image comme ça qui ressort, alors qu'on a énormément de gens qui sont tout à fait, alors c'est pas péjoratif, mais on va dire normaux, quoi, tu vois. Et en fait, on a énormément de gens qui, on le sait pas au début parce qu'ils savent pas trop l'exprimer, mais ils viennent là justement exactement comme ça. Ok, je vais aller au CrossFit, ça me fait peur, j'y vais, mais je sais pas ce qui va m'arriver, je vais mourir, mais j'y vais et je me fais un challenge. Donc c'est un petit challenge de la vie quotidienne, j'ai envie de dire, mais pour eux c'est un énorme challenge. Pour ceux qui sont déjà sportifs, c'est presque normal, mais pour ceux comme en comparaison avec les alpinistes. Mais par contre, t'as des gens qui sont très mal dans leur peau, pareil, qui sont un petit peu en surpoids, qui n'ont pas fait de sport. On a beaucoup de mamans qui viennent d'accoucher, qui ont plus de repères, qui savent plus trop où ils en sont, etc. Et en fait, quand elles arrivent là, évidemment, avec le coaching, on leur redonne confiance, on essaie de les accompagner, un peu comme ce que vous faites. Et en fait, quand ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire les choses, tu déclenches quelque chose, où tu refais revenir une confiance, où tu dis putain, j'étais pas capable, en fait, je suis capable. Et en fait, après, tu les vois que ça leur change dans la vie de tous les jours. Ils ont beaucoup plus de confiance en eux. Ils sont capables d'aller dire les choses, ils sont capables de s'exprimer, de se battre pour des choses qui leur tiennent à cœur. Ça, on a énormément de retours dessus, et c'est pour ça que je voulais t'emmener là, parce que je pense que ces expériences-là, moi aussi, après, j'ai vécu personnellement en allant faire des sortes de voyages un peu défis comme ça, où en fait, effectivement, avec les gens, mais je me retrouve complètement dans ce que tu disais, avec l'expérience avec les gens, la difficulté physique aussi que tu peux avoir et qui te permet de changer. J'ai un peu l'impression quand même que quand les gens reviennent à la vie de tous les jours, ils reprennent assez vite les habitudes, même si, comme tu disais, tu plantes des graines et tu arrives à changer, il y a quelque chose qui se passe. Mais je pense que c'est ça le plus gros, et tu crées des souvenirs aussi, mine de rien, qui sont, à mon avis, qui sont forts. C'est vrai que quand tu retrouves une activité, quand tu reviens de ces expériences-là, il y a un moment pour nécessairement tu ratterris parce que déjà tu te réancres, ce qui est rassurant aussi, parce que je pense qu'on peut pas être en intensité maximale tout le temps, tu vois. On a besoin, la vie finalement c'est du fractionné, quoi. Il y a des moments où on peut être à fond, mais il y a des moments où il faut savoir retrouver sa respiration et se remettre en harmonie avec un rythme plus adapté. Et puis c'est aussi des moments où tu digères ce qui s'est passé. Tu prends le temps d'analyser, et ça c'est important. Tu vois, on est aussi dans une société où tout va vite, où on enchaîne. On prend pas le temps de se poser la question de je me suis lancé tel défi, je l'ai fait, tac, le lendemain je prends un autre dossard pour attends, qu'est-ce qui s'est passé de tous ces mois de préparation, qu'est-ce que ça t'a apporté, tu es ressorti comment, etc. Je pense que ça c'est important parce que sinon on tombe vite dans des sortes d'abord de répétition, vite d'addiction, et puis après on a du mal à, je pense, tirer les leçons de ce qui nous arrive. Donc oui, effectivement, je pense que ce moment, il est effectivement, on retourne à la vie de tous les jours, mais il est assez sain. Mais il faut savoir analyser, rebondir et repartir. Mais
Tu sais, les gens, ils ont aussi souvent besoin de temps pour le changement. Ouais. Donc que ce soit un changement physique, que ce soit un changement sportif, physique, que ce soit un changement d'habitude. On a tous entendu la première fois que ta compagne ou que ton compagnon te dit le truc, tu dis ah ouais d'accord, ouais, c'est une idée. La deuxième fois où quelqu'un te le redit, tu vois, dans un autre cercle, tu dis oh putain, ça fait 2 fois qu'on me le dit, là je passe à l'action. Puis après ta compagne ou ton compagnon te dit je te l'avais déjà dit ce truc. Mais en fait, et ça arrive très souvent. C'est que oui, on a besoin voilà, c'est ce que dans les biais cognitifs, on appelle ça le biais de confirmation. Quoi. On a besoin de l'entendre une seconde fois. Ça veut pas dire que la première fois était une balle à blanc. Ça veut vraiment dire qu'elle était importante cette première fois, mais que la deuxième, c'est le biais de confirmation qui arrive. Et donc, je crois qu'effectivement, on a l'impression qu'on revient à la vie de tous les jours, mais il y a eu la première balle qui était importante, et parfois la deuxième fois, ah, toi aussi, tu vas au CrossFit, ok. Bon, je vais peut-être y retourner alors. Et donc finalement, faut laisser le temps aux choses, et je pense que les plus beaux changements se font dans la longueur, tu vois aussi. Faire attention aux changements de vie radicaux comme ça, qui donnent l'impression d'être inspirants, mais finalement qui sont assez peu réfléchis et qui peuvent s'arrêter assez vite, quoi aussi. Qui des fois sont des bonnes choses et des fois ça un peu moins. Après c'est le temps qui peuvent être une bonne chose, mais dur à tenir dans le temps s'ils n'ont pas eu leur lot d'analyse avant et de réflexion. Si on en revient à ton parcours, il y a, alors je sais pas si c'est ton premier défi, on va dire que ça allait, en tout cas de ce que je sais de toi, peut-être que tu en as eu d'autres avant, justement c'est ça qui m'intéresse aussi. Le premier défi que moi j'ai en tête, c'est cette fameuse traversée de la France, où t'as dû l'expliquer 20 000 fois, mais donc après on va passer un petit peu dessus parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes dedans, qui sont intéressantes à sortir et qui peuvent inspirer les gens. Mais est-ce que avant ça, t'as eu d'autres défis dans ta vie, en y réfléchissant, qui pas forcément des trucs comme ça un peu extrêmes, où tu vas traverser la France, qui le sont un peu moins, mais qui peuvent s'attribuer à des défis, que ça soit sportif ou non d'ailleurs. Est-ce que tu as des souvenirs à ça, ou c'est ton premier truc vraiment qui te rappelle, ou c'est vraiment le truc qui t'a... Le premier moment où je me suis dit j'ai quelque chose dans les mains qui est difficile à faire, je suis pas sûr d'y arriver, c'était un défi sur plusieurs mois, c'était un défi associatif où en fait je me suis retrouvé en école de commerce par un jeu d'élection de machin. Je me suis retrouvé président de la course croisière de l'EDEC, qui est un énorme événement, une association de voile qui fait chaque année des milliers de participants sur le plus grand événement sportif étudiant d'Europe, sur un village monumental où il y a des dizaines de milliers de visiteurs sur la semaine, des concerts à des milliers de personnes. Enfin, c'est vraiment la machine monstrueuse du sportif étudiant. Il y a, je crois, quasi 100% des écoles et universités de France qui sont au truc. Enfin, c'est vraiment la grosse machine. Et ça, effectivement, 19 ans, en charge de ça, avec un binôme, Benjamin, on était tous les deux présidents. Et là, premier gros défi, tu vois, c'est un défi un peu entrepreneurial, parce que 2,5 millions de budget, 50 étudiants à gérer, pendant toute l'année, et pendant la semaine de course, peut-être 200 ou 300 bénévoles et autres. Donc c'était préfecture, machin, enfin c'était vraiment l'énorme barda, quoi. À 19 ans? Ouais, et ça, et bon, c'était un événement qui avait une antériorité, tu vois. Moi j'ai organisé j'étais secrétaire général sur la 39e et la 40e édition et président de la 41e. Donc c'était dans le port des La Rochelle, Brest et Sables-d'Olonne, donc des ports gigantesques on accueillait des milliers de bateaux. Enfin, c'était un délire, hein, vraiment. C'était l'événement monumental. Et ça, c'est la première fois où je me suis dit, waouh, là il y a un moment de ma vie pendant X mois qui va être dédié à ça. Et voilà, à chaque fois c'était les JT de 20h et tout, c'était vraiment le gros machin, quoi. Et donc là, ouais, c'est la première fois où je me suis dit, on respire, on se calme, on prend le temps. Là, on n'est pas sur un truc, on n'est pas sur l'organisation du spectacle de fin d'année du BDE, quoi. Il faut que ce soit, que j'ai fait par ailleurs avant, évidemment, avec tout son lot de conneries. Mais voilà, là c'est le premier moment qui m'a mis en responsabilité, jeune, et où j'ai adoré 2 choses: le collectif. Les gars, on est 50, on est un crew, on va le faire. On va faire le plus bel événement qu'on ait jamais fait. Un côté entrepreneurial, parce que budget énorme. Enfin voilà, avec des cabinets d'expertise comptable, Ernst & Young, machin, qui viennent faire l'audit du truc. Enfin c'est vraiment une machine, c'est une boîte, quoi. Hein, vraiment, c'est une entreprise. Des contrats de partenariat énormes signés avec des partenaires partout dans le monde. Donc vraiment le gros truc, quoi. Ça m'a. Et puis le collectif, le côté très entrepreneurial.
et le côté communicant / tribun / poser une vision / haranguer les foules pour faire naître quelque chose auprès d'un groupe de 50 bénévoles étudiants qui ont le choix entre t'écouter et être à 8h au bureau le matin ou faire l'open bar, quoi. Mais alors, à 19 ans, ça me paraît fou d'avoir donné ça comme responsabilité, tu vois. Ouais. Mais c'était parce que vous avez postulé toi, t'as postulé pour avoir ce job-là, entre guillemets, ou c'est genre, c'est à vous, hop, vous faites le truc. C'est une association étudiante, 100% étudiante, qui n'est pas gérée par des professionnels, c'est que les étudiants de l'école, donc il y a des entretiens décriés d'ailleurs, parce qu'ils sont un peu bruts pour rentrer dans ce truc, et puis ensuite après, tu fais 2 années dans ce truc, et puis parmi les 2e années, il y a des listes, des élections, des campagnes, pour élire un ou plusieurs présidents, quoi. Donc effectivement on a choisi, d'abord j'ai vu la machine pendant 2 ans, puis après j'en ai pris la responsabilité, tu vois, donc je savais vraiment dans quoi on se lançait, mais ça existe toujours, c'est hyper solide, hein, c'est vraiment un vrai réseau. Moi j'ai encore des investisseurs actuels de ma boîte qui font partie du même réseau, qui étaient aussi eux présidents du truc et tout, donc c'est un vrai réseau fort de cooptation, je dirais même puissant, enfin je saurais le dire, aujourd'hui un peu implanté partout, et je les sollicite très régulièrement, mais je fais partie moi-même de ce cercle-là qui m'ont aidé aussi dans ma boîte d'après. Donc ça c'est le premier défi que j'ai eu, et puis après il y a la traversée de la France en courant, je sais pas trop comment, je sais pas trop comment ça m'a pris, mais... Moi, de ce que j'ai entendu, que t'as raconté dans un de tes 2000 podcasts que tu me disais tout à l'heure, 70, on va pas exagérer, où t'expliquais que t'étais un repas je crois avec des amis, et puis tu t'étais plus trop sportif, je crois, et t'as dit attendez, enfin là c'est là où je crois que tu t'es rendu compte que finalement en fait t'étais pris dans ton taf. On parlait du Paris-Dakar. Effectivement, ça m'a pris, on était à un dîner de copains, du coup avec ces anciens de la course scolaire de l'EDEC à Paris, on était jeunes travailleurs, je crois que c'était nos premières années, donc 21 ans, un truc comme ça, 22, peut-être 22, 23 plutôt. Et effectivement, on parlait du Paris-Dakar. La discussion était sur le Paris-Dakar, moi c'est pas ma passion, et en disant que c'était, je crois que c'était l'une des premières années où c'était en Amérique latine, pour des raisons géopolitiques. Et puis moi j'arrive un peu en diago dans la conversation, et je dis c'est pas du sport, fait chier, les trucs c'est des bagnoles ou des motos, quoi. Et donc là n'importe quoi, c'est hyper dur et tout, et puis moi qui suis un peu tu vois marseillais sans être marseillais, et ben je dis moi je te le traverse en courant ton Amérique latine, éclat de rire, et là alors je sais, là franchement ça m'a tellement choqué que je me souviens plus de vraiment exactement de ce qui s'est dit, mais dans les énergies ça s'est foutu de ma gueule. Il y en a un qui m'a dit mais gars tu fumes. Et effectivement je fumais un peu des clopes à ce moment-là. Comme ça tu vois, la clope avec la bière, mais un peu la clope truc de crétin, mais voilà, toi tu fumes, toi t'es pas hyper sportif non plus. Alors là, j'ai pris la douche froide parce que pour moi, j'étais le sportif, tu vois, avec un grand S, quoi. Quand j'étais petit, au collège, lycée et tout, je voulais être premier partout, et gagner la coupe de machin, les trucs locaux. J'ai fait 1000 sports, escrime, tennis, foot, rugby pendant toutes les années. Donc là, alors il disait ça un peu pour me chauffer parce qu'il me connaissait, tu vois, il savait que ça me titillerait. Mais quand même, je pense qu'il y avait un petit fond de... Il n'y a pas une image de grand sportif devant eux. J'ai pas une image de grand sportif, peut-être pour eux. Et effectivement, c'était des années où on picolait quand même pas mal, où tu vois, c'était les années où après la classe prépa et lycée qui était assez stricte, j'avais un peu relâché, quoi. Ça m'a vexé, un truc de malade. Et je pense que dans cette énergie-là, dans ce moment-là, j'ai tout de suite, je me souviens parce que j'ai vu cette clope, c'est une Camel avec je sais pas si on a le droit de donner des marques, on n'est pas non plus sur TF1, mais c'était une Camel avec un paquet bleu ciel, Camel Light. Je la vois, j'écrase, ne me demandez pas pourquoi, j'écrase la clope sur le paquet, ce qui était con parce que ça sentait le plastique mouillé. Mais je me souviens de faire ça. J'écrase ma clope, je sais pas, ça semblait être un geste de cow-boy. Je l'éteins, je dis ça, dernière clope déjà, ça c'est fait. Et puis je vais le faire. Piqué au vif. Je vais le faire, mais piqué au vif de ouf. Et je crois que j'ai dû dire, je vais le faire, je vais traverser un pays ou un continent en courant. Et vexé, je me barre assez vite de cette soirée, peut-être pas immédiatement en claquant la porte, mais je sens que je me barre. Je rentre on était à Poissonnière, je rentre dans mon appart sous la pluie, à Paris,
Et putain, avec ma capuche, et là je me suis dit, j'ai pris une claque en fait, je me suis dit mais merde, mais gars, il serait temps de sortir de ta léthargie là, de gars qui fait rien, regarde, enfin j'ai senti, c'est une vexation générale, ça m'a piqué au vif et je me suis dit en fait ils ont raison, il faut que je fasse, c'est pas cette vie là que je veux, enfin ça m'a vraiment bousculé quoi. Et ça c'était en mai, je crois, un truc comme ça. Et 2 semaines après, j'avais réfléchi à ce que je pouvais faire et puis j'avais déjà fait mon petit PowerPoint. Traversée de l'Europe en courant, Paris-Athènes, aux origines du marathon, avec 2 étapes, la traversée de la Bretagne en courant, 2, la traversée de la France en courant, 3, la traversée de Paris-Athènes en courant sur 3 ans. Le gars, c'est chaud. Budget, tac, 60 000 euros. Et j'envoie ça à mon école, l'EDEC, à mon entreprise. Je bossais dans une boîte de trading qui s'appelait Cargill. J'envoie le truc. Et le lendemain, les RH d'un côté, direction de l'école de l'autre m'appellent et me disent on va tout le monde est chaud. On va parler d'autres projets quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tac, et donc du coup hyper sérieux, je dis je vais le faire. L'EDEC dit c'est cool, ce sera à faire pour la rentrée, ce serait génial, hyper symbolique pour la rentrée. On pense que pour la France, vous pourriez peut-être faire, on a un campus à Lille, donc un campus à Nice, c'est génial, un ancien étudiant. Donc ce serait cool, ce serait pour la rentrée 2012. Et on était en mai, je crois, en avril ou en mai 2011. Et je dis 1 an et demi, le truc, non, mais pas du tout, cette rentrée là, tout de suite. Et elle me dit ça commence un peu comme ça. Et puis au final, je me dis je fais d'abord la traversée de la Bretagne en courant dans 10 jours plus tard. Donc pareil, je vais m'acheter mon sac à dos. En test Et donc, 10 jours plus tard, après avoir fait ça? Ouais. Okay. Donc je dis je fais ça, je prends mon sac à dos, je fais 300 km, je fais Google Maps, 300 bornes, 6 jours, je pose une semaine de congé. Et puis je sais pas que t'avais fait ça avant. Ouais, j'ai fait la traversée j'ai fait Saint-Malo-Brest, 300 bornes, et c'était top. J'ai adoré, j'avais réservé des petits gîtes étapes et tout. J'avais mon père qui était venu m'amener les bagages d'une chambre d'hôte à l'autre, et puis des potes qui étaient venus sur un autre morceau me les amener. Mais c'est quoi au moment entre le moment où tu fais même le moment où tu fais ce repas-là et le moment où tu pars faire ces 300 bornes, c'est quoi? C'est 15 jours plus tard? Ouais, il y a 15 jours. Et c'est quoi pas ton niveau sportif, mais tes activités sportives à ce moment-là? Tu fais quoi? Il y a 300 bornes quand même, 300 bornes. Vas-y. À ce moment-là, je courais. À ce moment-là, je courais pas mal. Je courais. C'est ça qui m'a piqué au vif aussi, c'est qu'en plus je courais, mais je me suis dit, mais je l'aurais jamais dit, ou peut-être qu'ils le savaient pas trop. Tu vois, je courais régulièrement, mais assez vite, vers mars, peut-être que c'était un tout petit peu avant ce dîner, mais c'était fin d'hiver, je dirais vers mars. Là, j'ai commencé tout de suite à rentrer en courant de mon boulot, quoi. Donc je faisais 22 km tous les soirs déjà, et puis donc je t'ai montré à peu près à 200 bornes par semaine, quoi, assez vite. Donc là, en fait, effectivement, maintenant, je me demande comment je me suis pas blessé pendant cette période. Ah ouais, putain. Mais en l'occurrence, je suis passé de 70, 60, je faisais pas rien non plus. Ah oui, quand même, tu faisais 50, quand même 60 bornes, donc physiquement, t'étais quand même... 60 à 200. À 200. Okay. Et traverser de la Bretagne, puis après ça, pas de pépins, pas de blessures, pas de... Attends, mais du coup, j'ai le calendrier, je l'ai plus là. Pardon. 2011, traversée de la Bretagne, 2010, traversée de la Bretagne, septembre 2011, traversée de la France en courant. Donc en gros, c'est ça, pardon. J'ai fait d'abord traversée de la Bretagne en courant, et j'avais fait quasiment 1 an et demi de retour tous les soirs, au moment de traverser la France en courant. Donc j'ai skippé 1 an. Ça reste Bretagne 2000 mai 2010 et pour la septembre, France c'est septembre 2011. Okay. Et donc je fais Bretagne ça se passe bien, j'ai juste mal aux pattes, etc., mais ça se passe bien, et là après je lance le projet pour 9 mois plus tard. Et en fait, assez vite, je sais pas, j'avais pas trop d'explications, c'est juste, je me suis dit, c'est dans mes cordes, ça coûte pas hyper cher en théorie, je dois pouvoir le faire assez facilement, c'est en France, c'est Google Maps, je loue une bagnole, j'ai des potes qui vont me faire un petit morceau pour conduire la bagnole, je peux tout réserver sur Booking, tu vois, c'est simple, je vais me démerder, quoi. C'est un truc que je peux faire comme ça, c'est pas compliqué comme défi à monter. Faut juste que je m'entraîne. Et puis, du coup, c'est là où l'entraînement au quotidien était devenu
beaucoup plus supportable parce que tu t'entraînes pour un défi, Ouais, tu vois. Et donc Mmh. là, ça change complètement. Mmh. Quand les gens me disent, mais moi, je pourrais pas courir autant chaque semaine, bah, si j'avais pas de défi qui me transcendait, bah, moi non plus. Enfin, C'est ça beaucoup me plus fait chier, compliqué. quoi. Ouais. Et au final, bah ouais, traversée de la France septembre 2011, de Lille à Nice, et bah, à l'époque, le truc, c'est que j'étais pas sur Strava et des machins comme ça. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé revoir les volumes d'entraînement quand je me mettais, mais c'était dans la phase aiguë, c'était déjà dans les 2-3 derniers mois, c'était quasiment 40 bornes par jour que je faisais. Déjà quasiment. Donc tu vois, c'était presque la moitié de ce que j'allais faire pendant le défi. Oui, parce que je crois que tu faisais 90, c'est quoi? C'était 80, 90 bornes j'avais par jour? 1200 km sur 15 jours. Ah, ça. Donc ça doit faire quasiment 80 bornes. Quoi. Parce qu'en plus, t'avais un temps à battre en plus. C'était pas juste le fait de faire la traversée. Tu voulais battre temps, parce que je crois que c'était Il y avait 18 jours qui avaient déjà été faits, mais je me disais que vraiment, tu vois, en 15 sur le papier, ça devait être faisable. C'était faisable. Et c'était une aventure vraiment géniale. J'ai vraiment eu l'impression, en fait, à ce moment-là, de faire quelque chose d'un peu extraordinaire. Voilà, vraiment, tu vois, c'était dans ma vie de gars normal, c'était un moment extraordinaire. Je voyais dans les regards des gens, dans leur visage, même dans les interviews qu'il y a pu avoir, les gens étaient là, mais c'est lunaire, quoi. C'est extraordinaire, en fait. Il n'y a pas trop de comparables et tout. Et j'ai trouvé effectivement ça. C'est pas l'exposition, parce que c'était pas hyper exposé. J'avais pas vraiment les réseaux sociaux. Je les utilisais pas comme peut-être ils pouvaient s'utiliser à l'époque. Il y avait moi un petit peu sur Facebook, mais très peu. J'avais une boucle de mail avec 120 familles, contacts, potes, amis et tout. Donc tu vois, c'était même pas l'exposition. Je sentais que j'étais en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour les gens qui m'étaient chers. Et ça, j'ai trouvé très grisant. Et je me suis dit à ce moment-là, ces moments de vie un peu extraordinaires, un peu fous, bah ça fait vachement grandir. Et j'ai trouvé que ça avait changé même mon rapport avec les gens autour de moi, avec ma famille. Mes parents en fait m'ont dit, et mes sœurs m'ont dit que tu vois qu'elles avaient peur pour moi en fait, qu'elles avaient peur qu'il m'arrive quelque chose dans les jours qui ont plus le départ avançait et plus mes proches me disaient des choses qu'ils m'avaient jamais dit dans la vie, quoi. Plus ça suscitait moi aussi peut-être une certaine empathie réciproque de ce que j'allais leur faire vivre eux. Et puis ils étaient inquiets, enfin tu vois, ils savaient bien que c'était suivi médicalement, mais quand même, quoi. Les médecins disaient c'est quand même un défi particulier, faudra être hyper vigilant, etc. Il va courir sur les routes, il y a des bagnoles, faut vraiment qu'il soit hyper lucide. Enfin, il y avait des dangers, tu vois. Et puis ça représente pour les gens, tu vas courir 15 jours sans t'arrêter, tu vas traverser la France en courant, sans parler dans le détail de déshydratation, d'hypoglycémie, de chute, de machin. Juste le fait de faire ça, pour les gens, je pense que pour la majorité, ça représente quelque chose qui est pas du tout possible pour eux. Et donc c'est un danger, quelque chose qu'ils vont pas forcément comprendre, donc forcément ils vont avoir peur, tu vois. Mais ce qui est compréhensible, hein, aussi, hein, de. On m'a beaucoup demandé après quoi je courais. Tu vois, c'était vraiment le truc. Après quoi tu cours, pourquoi tu fais ça. Des gens peut-être presque un peu révoltés ou énervés ou en tout cas qui cherchaient à me poser la question de ça pour Ils n'arrivaient pas à comprendre ce que tu faisais pour toi. C'était incompréhensible. En fait, ils voulaient être sûrs que je me sois vraiment posé la question, ou ils avaient l'impression pas trop quand même, que c'était une conduite à risque, tu vois. Ouais. Ils se disaient en fait qu'est-ce qui lui prend, quoi, pourquoi il fait ça. Et moi j'ai pas de réponse à apporter. Je trouvais juste que c'était un moment d'extraordinaire, que la course à pied a été un moyen de l'exprimer et de vivre ça. Mais il y en a plein d'autres. Enfin tu vois, il y en a d'autres qui peuvent trouver des moments de vie comme ça qui les dépassent, des transes, avec d'autres choses, des expressions parfois artistiques, des moments de méditation, des endroits sur la planète qui nous poussent dans des états différents, des rencontres, etc. Moi, ça a été la course à pied et effectivement, je pense que dans l'effort sportif, il est vrai que dans l'état dans lequel on met le corps, ce sont des moments dans lesquels je trouve que le corps, on est très réceptif aux émotions qu'on vit quand on est dans des états de fatigue importants. C'est-à-dire que il me semble, ce serait à confirmer par les médecins, mais en l'occurrence, j'ai quand même l'impression que dans des moments d'effort intense, moi j'ai une mémoire visuelle par exemple ou une mémoire sensorielle. Je saurais pas dire que c'est tous les sens
de manière équivalente, mais parfois il y a des images, mon cerveau fait des photographies du moment dans des détails hyper importants. Je me souviens de paroles qu'on peut me dire, je me souviens de la musique que j'étais en train d'écouter à ce moment-là, ou je me souviens d'odeurs dans ce champ-là que j'ai traversé, ce champ de colza, ce champ de lavande, etc. Je trouve que le corps se met en éveil parfois, et donc on peut, dans des moments d'effort intense, avoir des souvenirs imprimés vraiment pour la vie, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était une expérience enfin, c'était une expérience comme à vivre que j'ai pas eu avant en 24 ans de vie. Et il y a autre chose, c'est que j'ai eu je crois qu'au 4 ou 5e jour, un moment que ça m'est réarrivé une fois sur la fin, un moment que je qualifierais de transe un peu sportive. C'est que j'ai vraiment eu l'impression, je pense que c'est par le poids des endorphines, j'étais complètement shooté en fait. Tu sais, quand tu cours des jours et des jours comme ça sans arrêt, parfois je me couchais à 2-3 heures du matin et on était reparti à 8h30, tu vois. Donc en gros c'est une espèce de flux hormonal permanent, et j'ai eu l'impression d'être un peu en transe, c'est-à-dire que moi je pouvais courir presque à n'importe quelle vitesse. J'ai eu des fins de 100 km où j'étais à 15 à l'heure. Je courais depuis 11 heures, tu vois. Il y avait des trucs, et c'était le 7 ou 8e jour. Enfin, ça n'a pas de sens physiologiquement. C'était des vitesses que, à l'époque, j'étais quasiment pas capable de faire en sortant de chez moi en footing, tu vois, reposé. Donc, j'ai eu l'impression de faire l'expérience d'être un peu en dehors de mon corps et de voir ce qui se passait. J'avais l'impression d'être en totale maîtrise de la discipline et en harmonie vraiment avec mon corps. Je pouvais faire n'importe quoi. Ce moment-là où je me suis senti un peu en transe, je l'ai vécu une autre fois pendant une course de l'UTMB, la CCC, et je l'ai vécu sur la fin de course à certains moments dans l'UTMB de l'été dernier. C'était un peu plus fugace, mais c'était des moments où je me sentais pouvoir faire n'importe quoi, voler quoi, complètement. Et ça, ces moments-là, sportivement, c'est exceptionnel, quoi. Après, t'as des moments aussi où le corps il est tellement quand il se met en mode survie, il va développer des ressources que t'as pas, un peu comme une réserve que tu peux pas utiliser dans une version normale. Tu sais, on parle souvent, tu sais, c'est un truc qui revient souvent, quand par exemple t'as une personne très chère qui est en danger, en train de se faire écraser par une voiture, et puis il va arriver, il va soulever la voiture, et tu vois, il va développer des choses qu'il aurait pas fait dans un état normal, puis avec un état vraiment un peu hors, t'es vraiment allé chercher, t'es vidé tes réserves, t'es vraiment allé chercher très loin, et si t'es encore là, tu vas être capable d'aller chercher des choses qui sont en fait pour ta survie, qui sont obligatoires. Tu libères des choses qui te permettent de faire des choses encore plus extraordinaires. Je pense pas que ça dure très longtemps, mais par contre c'est des moments comme ça où tu sais que tu as atteint peut-être tes limites, tu les as dépassées, et mais ça je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui l'ont ressenti dans leur vie, ce genre de choses. Après je pense qu'il faut être capable d'aller chercher très très loin pour pouvoir le ressentir, tu vois. Mais tu vois, à cette période de ma vie, je pense que j'étais vraiment dans un moment où je voulais aller au-delà de mes limites. Tu vois, vraiment. Et je le disais, c'est pour se dépasser. Je trouve que c'était d'ailleurs même une période dans laquelle il y avait une certaine valorisation, même de la part des marques, dans le sport, d'aller au-delà des limites. Je pense que si on fait des recherches, on trouvera d'ailleurs, à mon avis, plein de sponsors, enfin plein de marques qui avaient comme slogan aller au-delà de ses limites, se dépasser, etc., se surpasser, etc. Aujourd'hui, tu vois, je suis moins là-dedans. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai envie de les connaître et de les comprendre, mais j'ai pas une excitation à aller au-delà, à me mettre dans une zone du coup de danger ou de gros risques. J'aime plutôt la science de connaître la limite, de comprendre pourquoi cette limite est là physiologiquement. Un peu plus sage, quoi. Ouais, peut-être. Et en fait, je suis peut-être plus précis même, tu vois, encore un peu plus. Je trouve ça plus riche de comprendre, pas juste aller au bout des limites et jusqu'à la rupture. Qui je trouve effectivement apporte assez peu de choses et peu d'apprentissage. On sait juste qu'on est passé au-delà. Je préfère essayer de comprendre comment je peux travailler cette limite. Ça, je trouve que j'ai plus d'excitation là-dedans. Après, t'étais à un moment aussi où tu dis, quand les gens te posent la question de pourquoi tu sais ça, t'as quand même eu un moment où tes parents se fameux repas, où quand même on se met au défi, quoi. Ouais. Enfin, on te dit, écoute, bah non, en fait, t'es pas capable, en fait. Je dis, mais attends, mais ils sont complètement tarés. Moi, je suis capable de faire, donc j'y vais, et donc je vais aller. Quel que soit l'état dans lequel je vais me mettre, je vais y aller. Et c'est vrai que c'est pour ça que je parlais de sagesse ou de maturité, c'est qu'à là aujourd'hui, si t'es dans un repas et qu'on te redit, mec, ça tu vas pas y arriver, peut-être t'auras peut-être une approche un peu plus mature du truc en disant, bah attends, moi en fait, ma vie, j'ai confiance en moi, je suis conscient de mes capacités, je sais ce que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu vas venir me titiller
qu'en fait je vais aller faire n'importe quoi. Ouais, t'as raison. Même si c'est pas n'importe quoi, parce que t'as eu quand même réfléchi, tu t'es entraîné pour, etc. Mais ça reste quelque chose quand même où t'es allé chercher tes limites. Mais c'est intéressant parce que souvent, tu sais, on dit peut-être la motivation extrinsèque et intrinsèque, où tu le fais pour les autres, tu le fais pour toi. Mine de rien, ça vient de quelqu'un d'autre. Mais au final, tu avais besoin de peut-être te prouver des choses, de te dire ok, mais en fait, je suis capable de le faire, et je pense que ça permet, comme on parlait tout à l'heure, de gagner en confiance en soi et de pouvoir après faire des choses plus grandes, tu vois. Donc, mais tu vois, aussi pour redonner un peu de contexte, en fait, j'en avais besoin parce qu'à côté, dans ma vie pro, j'avais une vie excessive en fait. Et tu vois, c'était aussi une sorte de thérapie. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a souvent dit, mais il faut pas être net pour faire ça. T'es pas bien, toi, pour faire ce genre de truc. Tu vois, et aujourd'hui, à l'époque, je disais, je me suis entraîné pour, tu vois, il n'y a pas de raison, etc. Mais dans ma tête, je me disais, c'est toi qui n'es pas sportif, ou pas sportif, ou pas capable de donner des défis. Aujourd'hui, je dirais, ouais, en fait, j'étais pas bien, ouais. Moi, ça allait pas. Et j'avais besoin. Si tu réagis aussi fort à quelque chose, c'est potentiellement qu'il y avait un truc qui. Ça n'allait pas. Dans ma vie pro, j'étais poussé à bout. Le trading, ça a fait naître en moi des comportements, je pense, grégaires, animaux, basiques, qui utilisent une partie, qui surutilisent une partie très spécifique du cerveau, mais pas l'entièreté de l'analyse, tu vois, vraiment le côté, je sais pas si c'est le côté reptilien, mais le côté analytique, prise de décision, etc. Mais le reste, l'empathie, l'humain, etc. Zéro, quoi. C'est pas le but de l'opération, quoi. Donc, voire même c'est un T'es contre-performance, frein à la prise de décision, potentiellement. Si tu te poses la question des impacts humains de la décision de trading que tu prends quand tu fais du trading de matières premières, de blé, de maïs qui fait bouffer les gens, tu t'appuies pas forcément tout le temps sur le bouton, quoi. Et du coup, je pense justement que j'étais mal câblé. En tout cas, on en avait débranché certains et on avait mis des très gros à d'autres endroits, quoi. Et donc, effectivement, ouais, ça n'allait pas. Et du coup, j'avais besoin de cet échappatoire, du sport qui me faisait juste un équilibre, en fait, qui me faisait, c'était vraiment c'était le calme, en face de l'excitation sonore et visuelle. C'était le moment d'intériorité en face d'une extériorité, une extravagance, une exubérance sur un floor dans une salle de marché. C'est exubérant, hein, les comportements. C'était une intériorité et un paraître. C'était un calme et une excitation, une folie, une ferveur. C'était un temps pour les choses et du recul et une immédiateté. Et donc, en fait, j'avais vraiment besoin de cette activité-là pour retrouver un équilibre. Je ne sais toujours pas comment certaines personnes font ce métier sans avoir un équilibre évident par ailleurs qui soit fort. Je pense que ce métier faisait appel à des traits de ma personnalité qui étaient trop forts, qui me faisaient moi aussi surréagir, et j'ai pas pris à la légère ce métier. Je l'ai pris en entier, jusqu'au bout, etc. Mais bon, donc très non, ça n'allait pas, et j'entends que ça puisse être une conduite à risque. C'est juste que chez moi, comme à côté j'étais très excessivement porté avec un boulot qui m'amenait plein de déséquilibres, j'avais besoin de ça pour me rééquilibrer. Mais je pense sur quelqu'un qui a une vie qui va très bien, je pense que c'est un déséquilibre, des défis monumentaux que tu plongerais comme ça. Peut-être que tu as un lien entre le niveau de défi qu'il faut que tu imposes par rapport au niveau d'intensité de ta vie. Peut-être que tu as besoin de contrebalancer, tu vois, si tu as une vie qui est peut-être plus normal, peut-être que tu vas avoir des défis qui vont être un peu moins excessifs. Après, je sais pas si c'est un lien direct, mais en tout cas, il y a un truc qui justement, est-ce que parler de ça par rapport au déséquilibre, tu disais que, tu disais non, je t'ai entendu dire justement que pendant cette traversée-là, tu avais aussi eu des moments forcément, c'était pas tout rose tout le temps, où t'as eu quand même pas mal d'émotions. Ça a été dur à des moments, j'imagine. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé et comment t'as pu, parce que peut-être t'as eu des moments où t'as eu envie d'arrêter, de tout stopper, on va se faire foutre tout le monde, de dire ok, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé et comment t'as su, parce que t'es allé jusqu'au bout, donc c'est que t'as surpassé le truc, quoi. Ouais, il y a eu plusieurs phases. Je crois qu'il y a un moment où ce qui est très frustrant pour une personnalité comme moi je suis beaucoup dans le contrôle.
Tu vois, j'ai besoin que tout soit sous contrôle. Je veux tout maîtriser, etc. C'est un biais de personnalité qui est à plusieurs égards et dans certains environnements une force, et dans d'autres qui est épuisant, fatigant, qui est un poids, quoi. Donc j'essaye d'organiser ma vie pour faire en sorte d'être en situation de pouvoir être en contrôle et que ce soit productif, comme en étant chef d'entreprise par exemple. Et donc pour une personnalité qui aime être dans le contrôle, subir son corps dans des efforts comme ça, ne pas pouvoir gérer dans un défi, si tu veux, qui t'est imposé, de pas pouvoir avoir du mal à avoir du contrôle sur la manière dont ton corps réagit, parce que tout est un peu une nouvelle situation, c'était difficile. Surtout que je crois qu'à l'époque, je connaissais beaucoup moins mon corps et l'anatomie que maintenant. Donc je découvrais un peu des nouveaux ligaments dans mon corps, des nouvelles sensations, des nouveaux trucs. Et ça me rendait dingue, parce qu'en fait, je savais que le lendemain, il fallait repartir. Je sentais que c'était des douleurs aiguës, tu vois, c'était pas genre j'ai un peu mal là, c'est des trucs qui me faisaient boiter, hurler quand je touchais, etc. Et j'étais dans une... Enfin voilà, ça pour moi, ça a été la première grande frustration des tout premiers jours. En fait, ça m'a pris genre le matin du deuxième jour, quoi. Donc, je me suis dit, ouais, ça va être la quinzaine, elle va être tactique, quoi. En gros, et matin du troisième jour, je pouvais plus marcher. Je suis sorti du gîte, là, on était en matin du deuxième jour d'ailleurs, peut-être. On était dans le nord et on allait arriver en région parisienne. Donc ouais, c'était matin du deuxième jour, je pense. Je n'arrivais plus à poser inflammation du tendon d'Achille. Je pouvais plus poser le pied par terre. Et donc en fait, j'ai mis peut-être 4 heures, 5 heures en warm-up, quoi, de course. Tu vois, doucement, je marchais, puis interminable. Ça pour moi, subir un peu voilà, les déséquilibres du corps, ça c'était lourd. Et j'ai eu du mal. Après, la difficulté était de me voir maigrir. Au bout donc j'étais parti le mercredi, le lundi soir, j'avais perdu quasiment 11 kilos. Wow, et du coup, le médecin avait dit à 12, on arrête. J'avais pas un médecin avec moi, mais j'avais un traumato du sport, médecin du sport, le docteur Cascua, qui est d'ailleurs à la Défense et qui exerce toujours, très bon médecin du sport. Et en gros, le gars m'avait dit à 12, on arrête. Donc tu me passes un coup de fil, tous les jours tu te pèses, machin et tout. Et j'étais à 11, il m'a dit, demain soir c'était à 12, on arrête parce que c'est trop dangereux en fait. T'arrives des trucs en chaîne, etc. Ok, donc le lendemain j'avais mangé comme un âne, et du coup effectivement j'avais déjà repris. Et j'ai fini la quinzaine à 7. Moins 7. Donc le corps s'adapte au bout d'un moment, on reprend de la vigueur, etc. Mais les premiers jours étaient quand même lourds et ça m'a bien déstabilisé. Donc ça, c'était la première difficulté, c'est avoir l'impression que ton corps t'échappe un peu. Mais finalement, j'ai retrouvé assez vite une logique. Et il se trouve qu'au début de la deuxième semaine, mon père m'accompagnait et je vois en fait ce qui m'a donné de la force dans les moments compliqués, qui m'a fait dire à un moment, tu ne peux pas arrêter en fait. C'est deux choses. Un, c'est mes proches. Les gens qui comptaient pour moi, qui ont couru avec moi et qui eux ont fait leur personal record de plus longs moments en course à pied, tu vois, à ce moment-là. Mon père a couru un marathon quasiment, tu vois. Alors il vient pour t'accompagner et puis après tu sors de ton défi à toi et tu dis attends, juste il courait un peu et là il vient de faire un marathon, quoi. Trop bien. Donc putain, là on est sur un truc, tu vois, tu prends du recul sur sa performance, quoi, ce jour-là. Donc déjà c'est un jour où tu t'effaces et où tu oublies un peu les douleurs de ton corps et tu te mets un peu au service de l'autre. Et ça je crois que ça a rééquilibré un peu le poids de mes petits problèmes. Tu vois, j'étais une première semaine très auto-centrée, et au début de la deuxième semaine, je me suis dit à dire, waouh, regarde comme autour de toi ils se mobilisent, les efforts qu'ils font, etc. Et puis il y avait autre chose, c'est qu'en fait je faisais ça pour une cause, pour l'enfant à l'hôpital. En fait, à chaque kilomètre que je courais, mes sponsors donnaient 1 euro à l'enfant à l'hôpital, donnaient 10 euros à l'enfant à l'hôpital, parce qu'ils ont collecté plus de 12 000 euros. Et l'enfant à l'hôpital, c'est un accompagnement pédagogique des enfants en fin de vie, ou en tout cas en bulle stérile et en moment de vie très compliqué. Donc en gros, j'avais un échange quotidien avec les enfants qui m'envoyaient leurs questions. Donc j'étais allé voir une classe avant mon défi, je leur avais expliqué, et puis plusieurs classes après pour leur débriefer. Et ça aussi, ça te fait relativiser, parce qu'en fait les questions des enfants, c'était est-ce que t'as plus mal que moi, quoi. Si tu penses à ça pendant, là, c'est... Donc, si tu veux, tu reçois ça, tu dis, bon, il y a un moment, tu vois, la vie est dure, mais à nouveau, je reprends une phrase de Théo d'Étienne, un trailer du moment qui fait sensation, la vie est dure, mais pas la nôtre, quoi. Tu
Tu vois, genre, faut aussi prendre du recul. Et ben là, vraiment, c'est exactement ça. Je me suis vraiment rendu compte que la vie est dure, mais pas la mienne. Il y a aussi des gens qui disent ça, c'est que en fait on souffre pas en fait. C'est quand tu perds un proche, quand tu vas subir quelque chose de très très dans ta vie, là tu vas souffrir. Mais dans ta vie de tous les jours, quand tu fais du sport, t'es dans l'inconfort. Et on est capable de subir un très très haut niveau d'inconfort. Il y a une différence vraiment entre la souffrance et l'inconfort. Même si c'est très élevé en inconfort, c'est de l'inconfort et pas de la vraie souffrance comme ils peuvent eux subir au quotidien, quoi. Donc, exactement. Est-ce que tu trouves que, on parlait tout à l'heure justement d'être capable avec justement ces explorations, avec Explora, de pouvoir transférer peut-être des valeurs ou des choses que tu as découvertes sur toi, comme la confiance en soi, etc., dans ta vie de tous les jours. Est-ce que toi, cette traversée-là, t'avais besoin de ça, de ce que tu me disais? Est-ce que ça t'a amené des choses dans ta vie de tous les jours quand t'as atteint cet objectif? Est-ce que t'as eu un avant et un après, en termes de mindset, en termes de personnalité? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont vraiment changé, tu te rappelles, qui sont vraiment notables? Bah franchement, oui. En fait, je le réalise maintenant, mais j'ai pris une dose de confiance en moi hallucinante. Alors là, je veux pas nier, tu vois, l'impact de toute ma première partie de vie, l'éducation, tu vois, une famille aimante. Je suis le seul garçon dans une famille avec une fratrie de 4 avec 3 sœurs. Donc c'est quand même un rôle, tu vois, c'est une place qui a été privilégiée. Des parents qui ont tout fait pour nous et qui continuent de tout faire pour nous, qui nous ont beaucoup aimés, qui nous l'ont montré. Donc ça c'est un boost dans la vie, une confiance en soi qui est monumentale. T'as les batteries au max pour entreprendre ce que tu fais, et encore aujourd'hui ils sont investisseurs de ma boîte, ils me donnent confiance dans ce que j'entreprends, ils ont confiance dans tout ce que j'entreprends. Et ça, je crois que c'est peut-être la folie de tous les parents, tu vois, d'avoir confiance dans leurs enfants. Je sais pas. Moi, j'essaie de le faire évidemment pour les miens, mais je trouve que c'est une force, mais dont on ne parle pas assez. En fait, l'influence de la confiance des parents auprès de leurs enfants, c'est une richesse, mais pour toute la vie en fait. Et ça, déjà, je veux pas nier que j'ai eu tout ce qu'il fallait. Donc je suis extrêmement privilégié, quoi. Et je pense que c'est probablement probablement la plus grande chance que j'ai eue. Après, ce défi, la traversée de la France, après, il y a plein de petites expériences de vie qui donnent confiance. Mes parents m'ont appris la valeur travail au centre de tout. Donc on l'a appliqué, famille de travailleurs. Donc ça s'est bien passé dans les études, et puis famille de sportifs, de défis, il faut aller chercher la médaille, la coupe, etc. Donc effectivement, de travail en défi, on a des victoires, et ça, on empile évidemment la dose de confiance. La traversée de la France, il y a eu clairement un avant et un après. Ça m'a transformé. Je suis revenu, ça m'a vraiment rendu, ça m'a rendu complètement différent. Je suis rentré vraiment de cette traversée, et je me suis dit, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, je me suis donné les moyens pour le faire. Globalement, on m'a beaucoup accompagné, beaucoup aidé, mais ce défi-là, je l'ai fait quasiment tout seul. Donc, aujourd'hui, je sais que je peux faire n'importe quoi. Tu vois, c'est pas vrai, mais c'est encore ce que je pense là. Je vais te dire, pour être politiquement correct, que c'est pas vrai, mais pas pareil, il faut. Un sale type. Non, mais au contraire, je trouve que c'est très bien. Je peux faire n'importe quoi. Je dis pas que ce sera facile, je dis pas que je sais faire tout seul n'importe quoi, mais je sais que je vais aller voir les gens qui vont m'aider à faire n'importe quoi. Tout ce que je veux, et tout ce qu'il faut, et tout ce qui est intéressant, et tout ce qui est nécessaire, et tout ce qui fait avancer la planète. Donc ça m'a vraiment enlevé toutes mes pensées limitantes. Tu vois. C'est quand même. Ça m'a fait exploser le cerveau. Ouais, moi, ça veut dire, c'est quand même ultra important quand même, de pouvoir se dire qu'en fait, maintenant, je suis capable de tout faire. Ouais, et j'ai eu, si tu veux, ce deuxième moment où, quand j'ai dit dans ma boîte en trading, en fait, je vais démissionner pour monter une boîte voyage d'aventure. Il y a forcément un ou deux Anglish qui sont marrés, quoi, et qui ont dit what, rebelote. Je dis, gars, vous êtes pas prêts en fait. Parce que c'est pas genre dans 10 ans, c'est genre dans 2 mois, le site il est en ligne. Donc, et j'ai poussé le truc à envoyer le lien de mon site Explora dans mon mail de Ciao Bye.
de remerciements à tout le monde. Tu vois, en mode, ça c'était vraiment le clin d'œil pour les mecs qui 2 mois avant à la machine à café. Alors il n'y avait pas beaucoup d'aventures, hein, il y en avait 2. Mais c'était en route. C'était en route. Il y avait une homepage, j'avais expliqué le truc, c'était en français, en anglais, et ça c'était genre une première petite victoire. Et voilà, je m'étais dit, il faut quand même prendre la vie dans les tremplins, quoi. J'ai eu une belle phase dans cette boîte-là. Je veux sortir par le haut. Qui sait, dans tous les gens qui vont recevoir ce mail, peut-être. Les gens qui vont se dire, déjà, je trouve ça cool qu'il ait fait ça. Déjà relancer un truc, ça m'impressionne, c'est inspirant. Peut-être que je peux l'aider ou j'ai envie de faire partie de l'aspiration de ce qu'il est en train de faire. Tu peux pas savoir à quel point ça s'est passé. Parce qu'en fait, mes premiers clients, c'était mes anciens collègues, les premiers investisseurs, et les amis d'amis des collègues, etc. Enfin, tu vois, tout est parti de ce mail que j'ai envoyé. À la base, et on a eu nos premiers quasiment centaines de clients. C'était des liens de mes anciens collègues, quoi. Donc, je crois qu'à un moment, il faut savoir avoir ces petits sursauts d'orgueil là juste pour créer l'étincelle. Je sais pas si c'est des petits sursauts, hein, pour les deux, je pense que c'est des gros sursauts, mais surtout sur le deuxième, où je trouve que c'est aussi encore plus important, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand tu fais du trading, tu montes les échelons jusqu'à être le responsable Europe, je crois, chez comment c'est, McGill ou Cargill. Donc il y a quand même quand même un très gros poste. Ouais. Donc forcément il y a un salaire qui va en face. Donc forcément il y a un niveau de vie qui va en face. Ouais. Et tu décides. Alors c'est pas un coup de tête, parce que quand même, je crois que tu as quand même réfléchi ça pendant plusieurs années, parce que j'entendais que tu avais mis ça sur un petit calepin pendant des années, et donc à la fin ça a vu le jour, mais donc c'était un peu préparé, mais c'est vrai que de passer à l'acte, moi le nombre de personnes que j'entends qui me disent on va faire ci, on va faire ça, moi aussi je vais le faire, ce que tu fais là, moi je peux le faire en 10 fois mieux, etc. Le nombre de gens qui passent à l'acte, il est extrêmement faible, et justement, je pense que c'est les expériences du passé qui font qu'au final tu passes à l'acte. Mais est-ce que il y a un truc, est-ce que c'est cette traversée-là, ou est-ce que c'est autre chose qui fait que tu abandonnes ce niveau de vie, qui au final on se rend compte qu'il fait pas tout, puisque sinon tu l'aurais gardé, bien sûr. Qui fait que tu abandonnes ce niveau de vie et que tu passes à tu as dit une phrase dans une interview que tu fais qui m'a fait rire, c'est où tu te retrouves du jour au lendemain des salles de marché à je suis dans un coworking et j'ai ma page blanche et là il n'y a plus de bruit, plus rien, plus personne, et je suis tout seul. Et j'ai pas de mail. Et t'as pas de mail, c'est ça que tu disais, t'as 200, 300 mails par jour. C'est vraiment littéralement. Et là, c'était incroyable. Ouais. Et là c'est vertigineux d'excitation pour moi. Moi ce que j'adore. T'as pas eu peur? Moi ce que j'adore c'est le 0 à 1. C'est mettre en mouvement, etc. Je trouve que c'est cette espèce d'angoisse de ça va pas marcher, comment on fait, on n'y arrivera pas, on n'a pas le temps, etc. Tous ces moments-là on n'a pas le temps, on peut pas, ça marchera pas, on fait comment, quand ça commence à s'exciter, les gens moi c'est quelque chose dans lequel je trouve une énergie. Je dis pas que j'ai un confort à être comme ça dans toute ma vie, mais ce que tu recherches à certains moments, je trouve que c'est assez riche, et en tout cas j'aime bien. Et à ce moment-là, il y a peut-être une raison, c'est que en fait, quand j'ai commencé en trading, déjà j'ai commencé pour des mauvaises raisons. Donc déjà, quand on commence pour des mauvaises raisons, ça dure jamais toute une vie, tu vois. Moi, j'ai commencé parce que je trouvais ça socialement cool, parce que c'était la période de Kerviel, des Golden Boy dans les Loup Wall Street et machin. Bon, si tu veux, je trouvais ça cool d'aller voir de l'autre côté du rideau, mais il a jamais été question que j'en fasse ma vie, quoi. Tu vois, je voulais juste aller voir. Et puis de fil en aiguille, de rencontres, de boss sympas en boss sympas. Compétences aussi, quand même. Parce que tu devais être quand même assez compétent pour pouvoir réaliser j'imagine, du coup, je suis resté plus longtemps que prévu, quoi. Mais à la base, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Et surtout qu'au début, j'étais un peu fasciné par l'argent que ces gens-là pouvaient gagner. Socialement, je trouvais que c'était cool. Donc, c'est pas des super raisons, tu vois. Donc, au bout d'un moment, quand toi, tu mûris, ces raisons-là deviennent un peu maigres. T'es pas obligé de passer par là pour comprendre ça, justement. Que en fait, l'argent que tu vas gagner, en fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de... Je pense que ça aide de passer par là pour se rendre compte que ça fait pas du tout le bonheur, mais ça aurait peut-être été plus malin ou j'aurais pu avoir ce bagage-là par ailleurs dans ma vie, pourquoi pas, je sais pas, ça s'est pas fait comme ça, mais en l'occurrence, comme
quand je suis rentré dans ce milieu-là et dans ce secteur-là, je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie, donc tu vois, j'ai pas eu l'impression de renoncer à une carrière que je m'étais projeté pour une vie entière. Je savais que ça ne devait être qu'un passage. Moi, je voulais monter ma boîte. Voilà, là, tu vas me demander, mais du coup, c'est quoi ton truc d'après et effectivement, j'ai l'impression aujourd'hui que moi, mon truc, c'est monter des boîtes. Et effectivement, tu vois, de la même manière, Explora, c'est pas une fin en soi. Tu vois, il y a un moment, il y aura une fin d'Explora, je vais revendre, ou je vais racheter d'autres boîtes et pour en faire un groupe différent et on fera d'autres choses. Tu vois, il y aura d'autres phases. Mais qu'est-ce qui te fait justement passer qu'est-ce qui t'a fait passer de cette vie-là à une autre et qu'est-ce qui potentiellement pourrait te faire passer? Tu penses, c'est de créer quelque chose que toi t'as imaginé, de le mettre sur papier, cette création-là, de passer de 0 à 1, ou c'est ce qui est pour le coup super sain, plutôt que de se dire putain, qui peut être ça aussi, j'ai vraiment une vie de merde, je gagne de l'argent mais j'ai une vie de merde, je fais pas ce que j'aime, et donc maintenant ça suffit, je stoppe et je passe à autre chose, tu vois. Je pense que la richesse de notre génération, c'est qu'elle a réussi à s'affranchir, tu vois, de la nécessité de devoir avoir un boulot qui paye bien et qui est un boulot qui est socialement acceptable et que les gens aiment bien et qui fait plaisir aux parents, aux grands-mères, etc. Tu vois, ce fameux il est avocat, c'est bien, il en faut des avocats, médecin. Bravo, des médecins, il en faut, c'est bien, etc. Je pense qu'aujourd'hui on est capable de, alors c'est avocats et médecins, c'est très bien, c'est pas le souci, mais aujourd'hui je pense que le seul driver c'est en fait qu'est-ce qui te rend heureux, tu vois. Qu'est-ce qui te rend heureux? Et je crois qu'en fait, ce qui te rend heureux, ce qui te rend avoir le sentiment d'être au bon endroit, d'être sur ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent d'être sur ton X, tu vois, l'endroit dans le monde où tu as un impact positif sur les communautés, sur toi-même, sur la planète, qui te fait dire je suis là où je dois être, c'est ici que j'ai l'impact maximal, et c'est ça qui me rend être moi-même, être heureux, être fier de moi, etc. Ne rien refouler. Tu sais, au quotidien, on a tous des moments de sa vie, de son travail qu'on n'aime pas, et on dit allez, j'oublie que je fais ça parce que comme ça au moins c'est ça qui me, c'est un métier qui me permet de faire d'avoir du temps pour ma passion à côté. C'est pas très facile de faire de passer toute une vie comme ça. Parfois il y a pas le choix et c'est ok, tu vois. Mais on est une génération où parfois on a plus le choix que nos parents, plus le choix que la génération d'avant. Et donc ça, je crois que ça doit être un driver, si tu veux. Donc je dirais à ceux qui veulent se mettre en mouvement, en fait, quand tu fais ce qui te plaît, ça te donne une puissance de vie qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus facile en fait à vivre au quotidien que de ruminer toute sa vie sur un projet que tu as et que tu ne feras pas. Parce que ça, en fait, c'est une charge mentale. Tu sais, ce projet qu'on a envie de faire et qu'on fait pas. Et qu'on répète à des copains à la bière du vendredi sans arrêt pendant des années. Et ça, c'est lourd, en fait, à porter. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on le dit, on sait qu'en fait, une petite partie de nous sait qu'on l'a pas fait, on n'est pas fier de nous, et ça finit par être un poids, en fait. Et je crois qu'en fait, aller là où on a de l'énergie, où on est heureux, même si c'est pas socialement acceptable, même si ça gagne pas d'argent, etc. Mais en fait, ça, je crois que ça fait énormément grandir, ça fait éclore des rencontres, des évolutions qui, elles, vont inspirer les gens, vont peut-être amener de l'argent, alors qu'on l'avait pas imaginé au début. Et donc, je crois qu'il faut se dire que faire ce projet-là, même si on ne sait pas trop comment, mais en tout cas l'initier, mettre la première pierre, en fait, en charge mentale, c'est beaucoup plus agréable que de ruminer un projet qu'on fera jamais toute sa vie, quoi. Bah, tu vois, je vais faire le parallèle avec mon père et ta mère. On les salue. Tu vois, mon père il est pédiatre, donc médecin, pédiatre, et exactement comme on dit juste avant, ses parents, mes grands-parents, mon grand-père qui était dans l'armée, lui a dit c'est soit t'es avocat, soit t'es médecin. Et lui, son rêve c'était d'être prof, tu vois. Donc j'ai toujours trouvé ça extrêmement triste. Et donc lui, comment il nous a éduqués avec mes deux petits frères, c'était dans la vie, vous devez vivre de votre passion. Choisissez quelque chose qui vous passionne. Donc tu vois, déjà on parlait de génération, déjà on switch de génération de avocat médecin à vivez de votre passion. Et tu vois, moi, ce que je dirais à mon fils, c'est ce que j'essaierais qu'il fasse, tu vois. Donc, mes enfants, j'en ai d'autres, mais, c'est qu'ils vivent de leur passion. Et le parallèle que je veux faire avec ta maman, justement, c'est que, à un moment, tu disais que, enfin, pas là, mais, je t'ai entendu dire, c'est que, à un moment, ta maman, je sais plus tout ce qu'elle faisait avant,
mais après elle a passé un diplôme pour être psychologue ou des conneries. Ouais, c'était ça. Et en fait elle a, je crois, 35 ou 40 ans, je sais plus à quel âge c'était. 35 ans, Et où justement elle décide de changer de vie, même si je pense que ton papa il continue il avait son boulot et que peut-être que c'était pas des gros risques, peut-être que c'en était un, tu vas nous dire là, mais en fait contrairement à mon père qui lui est resté dans cette vie là qui lui plaît pas, ça lui plaît pas, toujours pas. Donc je trouve ça complètement fou, mais disons qu'elle a été aussi un peu matrixée dans ce sens-là, en disant voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses, t'auras une belle vie. Et en fait ta maman elle a réussi, elle a justement peut-être que son premier job c'était pas un job imposé par la société entre guillemets, peut-être qu'elle avait choisi aussi, donc c'était peut-être plus simple, je sais pas comment c'est passé. Elle était mère au foyer, donc effectivement c'était imposé aussi un peu par la société, oui, pour le coup, par les mœurs d'une certaine manière à son époque. Mais elle s'est dit qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce qui va me rendre heureuse, et elle s'est relancée dans des études. Effectivement, à quasiment 40 ans, sur les bancs de la fac, avec en plus, on était très tradi, classique, etc. à Versailles à l'époque, et sur les bancs de la fac, avec les gars dreadlocks et gros pétards, c'était deux salles, deux ambiances, et je pense que ça l'a bousculé de fou, quoi. Et je me souviens de ces discussions autour de ça sent la drogue et tout, c'était hyper rigolo, et elle revenait, puis parfois elle avait des vêtements qui sentaient la bœuf et tout, et puis nous on comprenait pas trop, maintenant on le réalise, mais du coup c'était hyper drôle les discussions entre mon père et ma mère à ce moment-là. Mais t'es sûr, mais tu as fait quoi? Mais rien, j'étais dans la salle. C'était juste dans la salle de cours, ça sentait la bœuf, c'était énorme. Et donc effectivement on a trouvé ça, moi j'ai trouvé ça chouette de la voir retravailler avec son stabilo et ses fiches et tout. Enfin, j'ai trouvé ça besogneux, quoi. Disons que c'est effectivement, d'abord ça a été mon père qui a toujours été un très gros travailleur, qui ne veut pas aller en retraite et qui bosse encore aujourd'hui. Et puis ma mère dans un deuxième temps, on les a vus travailleurs et effectivement pour aller pour ma mère en tout cas vers sa passion. Et elle est psy aujourd'hui, ça cartonne, elle est hyper heureuse, elle continue à fond, et à près de 70 ans, elle continue. Et ça t'a inspiré, ça, tu penses, toi, justement dans le moment de changer, ou est-ce que on disait tout à l'heure, c'était sur des choses que tu ne te rends pas forcément compte, c'est un peu de l'inconscient, c'est une graine qui est semée sans que toi tu t'en rendes trop compte, et au final tu dis bon bah ma mère elle l'a fait, est-ce que c'est possible, je peux le faire aussi, de switcher de vie comme ça, de pouvoir changer. Peut-être pas. Ce que je trouve chouette, c'est que je sais pourquoi ils le font. En fait, pour moi, ce qui m'inspire, et ce qui renforce mon socle de valeurs familiales notamment, c'est qu'en fait ils le font pour mettre de l'argent de côté, et pour pouvoir ils l'ont fait pour pouvoir acheter un lieu de vie dans lequel on est tous en vacances, quoi. Okay. Et dans lequel on vit des moments avec les petits-enfants, avec leurs petits-enfants, les cousins, cousines, etc. On est une famille assez nombreuse. Et effectivement, ce sont des moments de vie extra, quoi. On a trop plaisir à y aller et c'est génial. Et je sais qu'ils le font pour ça. Ils le font pour être là pour nous. En cas de coup dur, en cas de projet entrepreneurial, en cas de est-ce que vous voulez investir dans ma boîte, en cas de je suis en train de changer de vie, etc. Et je voudrais me lancer à mon compte et tout. Tu vois, on l'a tous un peu fait avec mes sœurs, à créer des boîtes, des structures, être en libéral, être machin. Et ils ont toujours été là dans ces moments de vie. Et ça, c'est parce qu'en fait, ils travaillent comme des ânes. Encore aujourd'hui, et donc ils mettent de l'argent de côté, mais on leur a pas légué 1 euro de qui que ce soit, de leurs parents ou autres, quoi, tu vois. Ils sont pas, donc ils ont tout construit eux-mêmes. Voilà, donc ça, effectivement, bien sûr que ça inspire. En fait, inconsciemment, ça te met dans la tête. Tu as des enfants, tu seras là pour eux ad vitam aeternam. La valeur travail permet d'avoir de l'argent qui nous permet de vivre des moments pour être heureux. C'est l'ordre des choses. C'est pas l'argent n'est pas une fin en soi, la famille n'est pas secondaire. Voilà, donc bien sûr que ça met, et le moyen d'y arriver, c'est le travail. Donc c'est des choses simples, mais disons que ça, on l'a bien ancré, et ça c'est sûr, je l'ai au fond de moi-même, ouais. Si on part un peu sur ce là, j'avais une question j'aimerais bien avoir des détails dessus. Donc Explora, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est on va dire des moments que sont toi et ton équipe vous allez créer pour les gens, justement, qui vont être inoubliables pour eux. Et je crois qu'au moment de
tu l'as monté. Ça s'est fait dans un deuxième temps, cette vision écologique du voyage, parce que d'après ce que je me souviens, je sais plus si c'était pendant le Covid, tu disais, ou c'était avant, mais tu disais putain, mais on a un voyage, on voyage en Europe, on a zéro impact, on laisse pas de traces, etc. Putain, faut qu'on le dise aux gens. Alors je sais pas si ton associé Alix qui s'en est rendu compte, si c'est toi, je sais plus, mais peu importe. Et en fait, c'est venu dans un second temps, cette partie-là. Et ma question c'était, est-ce que cette partie écologique d'Explora, est-ce que c'est quelque chose qui est 100% business, ou est-ce que c'est je fais d'une pierre deux coups, en fait je vais être capable de créer de la valeur avec une expérience de vie qui va forcément ramener des sous, et en même temps je fais une bonne action pour la planète, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, même si ça porte à débat, mais dans tous les cas, c'est jamais mauvais de faire attention à ce qu'on fait. Quel est un peu le... Écoute, moi je suis arrivé sur ce projet Explora avec une conscience écologique qui était juste celle de quelqu'un d'une éducation classique, donc on faisait attention, mais pas plus, quoi. J'avais déjà pris l'avion, j'ai pas beaucoup pris l'avion avant, mais bon, j'avais pas de frein majeur il y a 10 ans à prendre l'avion, quoi. L'avion, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, c'est le gros problème. Le tourisme, c'est 10% des gaz à effet de serre de la planète. Et l'avion, c'est 80% de ces 10%. Donc c'est quand même très important. Tu vois, c'est le gros nœud du problème. C'est presque le seul problème si dans le temps qu'on a à partie, c'est le seul problème, quoi, en fait. Et non, quand ça a commencé pour moi, Explora, c'était de l'exploration à la Mycorn, de l'aventure. Donc plus c'est loin, plus c'est bon, quoi. Plus c'est hard, plus c'est l'Amazonie, la jungle, le Groenland. Tu vois, c'est excitant, quoi. C'est ça qu'on veut plutôt que Fontainebleau et le massif des Bauges, quoi. Tu vois, il fallait du lointain, il fallait du renard polaire et du phoque, quoi. Enfin, je trouvais ça vraiment cool, tu vois, dans l'univers même, dans les visuels que je créais. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai créé cet univers un peu extrême. Donc il y avait des premiers voyages qui étaient au Kamchatka, donc c'est la péninsule à l'extrême est de la Russie, dans le Yukon au Canada. Il y avait sur les terres du Groenland, sur les terres du Groenland, dans les villages inuits et tout, tu vois. C'était les premières aventures où j'avais eu des contacts sur place et j'avais commencé à... Et qui n'était pas d'ailleurs la version finale de Explora, puisque... Non, ça c'était les trucs très très hardcore au début, et après, à côté, j'avais des espèces de petits modules beaucoup plus accessibles et proches de chez nous, de quelques jours pour se préparer à ces aventures-là, qui étaient comme des petits badges de scouts. J'étais scout pendant 12 ans, donc des petits badges de scouts qui étaient des compétences que tu acquérissais et qui te permettaient en fait d'accéder à cette expédition, quoi. Et donc à la base, ça a commencé comme ça. Donc effectivement, j'avais pas de lien particulier avec une conscience écologique sur ce projet-là, quoi. Après, le Covid est arrivé et nous a dit, votre nouvelle vie, c'est à 100 km de chez vous. C'est un peu ça qui s'est passé pendant un moment, quoi. Après, ça s'était réouvert, puis refermé, etc. On a eu une grosse phase d'hésitation. Où là, d'un coup, la planète, pour chacun, notre champ des possibles, c'est devenu beaucoup plus restreint, quoi. On a interrogé notre communauté à ce moment-là, qui était déjà, le projet avait déjà 1 an. Donc elle était pas petite, ça avait déjà pris assez vite, tu vois, on avait déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes, je crois, qui nous suivaient. Et on leur a dit, qu'est-ce qui est important pour vous, en fait? Et beaucoup ont dit, en fait, c'est pas loin, c'est ce qu'on va vivre plus que où on va aller, quoi. Et donc, en fait, c'est cette communauté-là qui nous a fait dire, mais il y a donc une solution dans cette période de Covid qui s'ouvre à nous. On ne savait pas pour combien de temps, mais notre pressentiment était que ça allait être long. Il y a donc un autre tourisme est possible, un tourisme d'expérience, d'aventure, puisque c'était notre marque de fabrique, ça collait très bien, un tourisme d'émotion, vivre des choses, peu importe là où on va, ce qui est important, c'est plutôt ce qu'on va vivre et ce qu'on va ressentir. Il faut essayer de découpler voyage et destination. Et ça, c'était vraiment notre réflexion avec mon associé Alix pendant le confinement. Vraiment, on a passé des jours et des jours en visio à itérer autour de ça et à se dire, mais putain, il faut qu'on réinvente non pas juste un voyage d'aventure, mais une différente version du voyage, et arrêter de se dire je suis allé là, mais plutôt qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris, etc. Un mix entre les scouts,
le voyage de backpacking et le voyage un peu plus traditionnel où tu vois des endroits que tu as toujours rêvé de voir. Voilà, on a essayé un peu d'agencer ces éléments-là entre eux et on s'est dit on va construire nos propres expériences, nos propres aventures qui selon nous respectent un peu ça. Dans les contraintes réglementaires, il y avait des pays ouverts, fermés et tout, donc on s'est dit on va pas laisser aux gens de créer leurs propres aventures parce que disons les ingrédients sont tellement restreints et tout est tellement complexe qu'on va les créer nous-mêmes. Et on va essayer de respecter tout ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est dit, en fait, c'est écologique de base, parce qu'en fait, c'est pas très loin, c'est non motorisé, parce que les gens voulaient transpirer, donc c'est pas en bagnole, ni en moto, machin, c'est à cheval, en chien de traîneau, en courant, à ski, en kite. Donc c'est sportif. Il n'y a pas besoin d'aller hyper loin, parce qu'en fait, dans le Covid, déjà, on pouvait avoir aucun partenaire autre qu'européen, donc on s'est dit, ça va être européen. Et puis c'est une période pendant laquelle on s'est dit en fait l'impact sur le monde est interconnecté, le dérèglement climatique c'est peut-être ça qui a fait que la biodiversité a été mélangée, donc il y a eu le Covid, etc. Il a commencé à avoir beaucoup d'éléments confondants qui disaient en fait c'est une des premières conséquences multiples du dérèglement climatique, donc là c'est devenu un sujet de plus en plus prégnant pour nous et qu'on pouvait pas ignorer. Et en fait, on s'est dit, on sera jamais différent et pionnier si on fait juste le même voyage qu'avant, mais un peu plus sportif. Il faut qu'on réinvente une autre voie entre la micro-aventure qui n'a pas de modèle économique parce que vendre des voyages à 100 balles ou 200 balles, tu peux pas gagner ta vie, et le long courrier avec des paniers moyens à 12 000 euros à l'autre bout de la planète. Je vais faire du kite à Bali et j'en ai rien à foutre de l'impact. Il faut qu'on crée autre chose entre les deux, qui est un modèle économique qui est vertueux. Et donc c'est vraiment à la base le projet est né de quel est le meilleur lien entre économie et écologie. Pour avoir de l'impact, il faut que ton modèle économique il soit robuste. Si tu as de l'impact sur personne, si ta boîte elle plante, tu as de l'impact sur personne. Il faut que tu sois robuste économiquement pour avoir de l'impact sur le plus grand nombre. Il faut que ta boîte soit en croissance, il faut être rentable, etc. Et donc il faut que tu arrives à trouver un marché, mais en même temps il faut que tu éduques ton marché. Donc il faut quand même que tu ailles sur des voyages que les gens ont envie de faire, mais il faut que petit à petit tu les amènes à évoluer vers du mieux. Il faut pas être radical, mais il faut expliquer les choses, être transparent, etc. Et c'est tout ce cheminement qui nous a amené vers ce qu'on fait aujourd'hui. Donc je dirais que c'est pas du tout du marketing, mais c'est juste qu'on n'a pas tout réalisé d'un coup. Oui, c'est venu au fur et à mesure. Grâce au Covid, dans un moment où on était obligé de réaliser les choses rapidement, parce qu'on était contraints tous économiquement. Et petit à petit, on s'est rapproché de quelque chose qui était d'un coup super cohérent. En fait, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète. En plus, écologiquement, ça fait du sens. Et donc là, effectivement, on s'est quand même dit à la fin de l'année 2024, il y aura plus aucune destination uniquement accessible en avion qui sera dans nos catalogues. Il faut que toutes les destinations puissent être accessibles en train. Donc là, oui, c'est un virage beaucoup plus radical que ce que le fait le marché du tourisme. Mais nous, on est aussi des très jeunes fondateurs d'une agence de voyage par rapport à l'ancienne génération qui a 90% du marché du voyage aujourd'hui. Et donc, on pense que c'est notre rôle de tenir ça. Parce qu'en fait, on se fait le voix d'une génération qui veut voyager différemment. C'est quoi le goal ultime où tu aimerais emmener Explora dans les 5-10 ans qui arrivent? C'est quoi le goal là qui est peut-être écrit déjà Ouais, c'est d'arriver à créer dans le voyage pour les adultes une offre qui soit vertueuse économiquement, c'est-à-dire qu'il y a un modèle qui soit rentable, qui permette de voyager de manière bas carbone, donc de rejoindre les lieux des voyages en train, qui soit riche émotionnellement et qui transforme les gens et qui soit accessible au plus grand nombre. Ça, on est en train de le faire, mais il y a des réglages à faire, etc., des optimisations. Et ça, je crois, sans aucun intermédiaire, en créant nos aventures, en redistribuant l'argent aux guides, aux prestataires, aux professionnels comme ils doivent l'être, et pas en étant juste une plateforme qui ne crée pas de valeur, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai vraiment envie de faire, et je pense qu'on s'en rapproche, tu vois, année après année. J'espère que vraiment dans les 18 à 24 prochains mois, on y arrivera. J'aimerais bien aussi qu'on arrive avec Explora Family à créer
une manière de voyager en famille qui soit différente de ce qu'on avait dans les années 80-90, qui était du club all included, tu vois, caipirinha, piscine et full activité sportive, je peux tout faire, etc. pendant la semaine. Modèle très consumériste qui, je trouve, apporte peu de choses dans les bagages au retour à la maison. Donc moi, j'aimerais vraiment que les familles puissent voyager en faisant des rencontres avec d'autres familles, partager les modèles d'éducation, s'inspirer, que les enfants puissent partager des moments pleins et riches avec d'autres enfants qui partagent des valeurs du coup de pleine nature, de respect de la biodiversité, d'écologie, de vivre ensemble. Donc c'est ces modèles de family base camp qu'on est en train de créer, où des familles à 4, 5, 6, 7 familles vont vivre pendant une semaine, tu vois, des activités pleine nature ensemble, avec évidemment des moments recréés pour que les cocons familiales puissent se retrouver. Voilà, ça, je trouve que c'est une belle manière de passer du temps libre. On va pas passer toutes ces vacances comme ça, on a des moments où on veut vraiment se retrouver en petite famille, mais je trouve que c'est une belle manière d'éduquer les enfants. Je trouve que ça apporte beaucoup de richesse, ça leur apporte de l'autonomie, et ça dans un cadre qui est chouette. Donc ça, j'ai vraiment envie que ce soit un modèle de vacances, tu vois, familial, qu'on arrive à imposer au marché petit à petit. L'année dernière, on a eu une centaine de participants. Cette année, on en a déjà 700. Donc, tu vois, ça avance assez vite. Mais bon, là, on a 50 millions de familles en France, donc il y a encore du travail. Mais c'est déjà un bon début. Et puis, la troisième brique, ce serait sur les enfants. Explora Kids, avec nos camps aventure, aujourd'hui pour les 7-12 ans, ce serait d'arriver à autonomiser les enfants et être, tu vois, une béquille, une aide pendant certains moments à l'éducation des parents, prendre le relais pendant le temps des vacances, dans un moment qui va pas être une corvée de où est-ce que je vais mettre mes enfants, etc., mais qui va être pour eux un moment riche où ils vont apprendre des choses qui est pas forcément tout le temps du ressort des parents à apprendre, qui est la vie en collectivité, l'indépendance des enfants, leur autonomie, leur apprentissage aussi des sujets écologiques, parce que les enfants, c'est les citoyens et les décideurs de demain aussi. Donc vraiment, j'aimerais arriver à pousser ce modèle de colo revisité, et aussi de le rendre accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, on a un frein avec le prix. Plus on aura de volume, plus on sera capable de baisser nos prix aussi. Donc voilà, là je pense que je serai fier et pleinement satisfait quand on aura atteint ça. Franchement, on est sur cette route-là, on n'y est pas encore. Et puis pour moi, ma mission elle sera pleinement remplie quand ça se sera fait. Donc après, quand ma mission sera remplie, est-ce que je vais rendre les clés de la boîte? Certainement pas. C'est-à-dire je vais m'assurer qu'il y aura une continuité, en tout cas, de ce projet-là. Quand j'aurai l'assurance que la continuité de ce projet sera assurée, je serai franchement ravi d'aller sur d'autres défis, d'autres boîtes, d'autres secteurs, d'autres, je sais pas, ça peut rester autour de la Galaxy Explora. J'ai effectivement quelque chose qui me trotte pas mal en tête. Je me suis déjà exprimé une fois là-dessus il y a quelques années, et puis c'est le projet Explora School, tu vois, d'aller vraiment plus dans un modèle éducatif un peu différent, d'essayer de dire aujourd'hui, je suis pas sûr que l'éducation publique ou privée, c'est-à-dire classique, soit vraiment en phase avec ce dont on a besoin pour comprendre la planète et être pleinement libéré de, tu vois, toutes ces craintes, ces pensées limitantes qu'on peut avoir, ces carcans dans lesquels on est un peu obligé, ou on se sent inconsciemment obligé d'aller, etc. Ces filières, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à déconstruire pour être sûr qu'on soit adapté aux défis. On va parler de défis sportifs et de défis entrepreneuriaux, mais le vrai défi, c'est que nos enfants auront une vie compliquée sur cette planète. Et du coup, c'est être sûr qu'ils soient vraiment armés pour ça. Donc, je dirais quelque chose autour du modèle éducatif et peut-être d'école du citoyen, quoi. Il y a un truc super intéressant que j'ai vu là en décembre. On est parti. J'avais regardé d'ailleurs, mais il n'y avait pas à l'époque. J'ai peut-être pas assez regardé sur Explora. On est parti faire en décembre dernier partir dans le nord de la Finlande. Ouais. C'est parti en Laponie, et donc on a vécu avec les Finlandais pendant 10 jours. Enfin, c'était super cool. Enfin, chien de traîneau, c'est des activités qu'on peut retrouver là-bas. Et en fait, ils nous expliquaient que les Finlandais, ils allaient pas à l'école jusqu'à l'âge de, je dis pas de conneries, c'est 5 ou 7 ans. Ouais. Et qu'en fait, de 1 an à 7 ans, ils apprenaient tout ce qu'un adulte, entre guillemets, devrait savoir pour s'occuper de son foyer. Donc il apprend à faire à manger, il apprend à faire la lessive, la vaisselle, il apprend à faire du ski de fond. Ouais. Ils apprennent alors
à l'époque c'était chasser, maintenant ça l'est plus, mais ils apprennent à poser des pièges, à faire des choses comme ça. Et après, à partir de 7 ans, ils rentrent à l'école parce qu'ils ont appris les bases de la vie en communauté aussi, et ils sont capables de s'occuper eux-mêmes de leur foyer, et ensuite ils rentrent. Donc c'est super intéressant, tu vois. C'est super intéressant comme... Dans les crèches, ils apprennent l'autonomie des foyers. Ouais, ça donc, c'est... ranger ses affaires, cuisiner, etc. C'est ce qu'on ferait pas en France. T'imagines, si on faisait cuisiner les tout petits, ce serait un scandale, les gens diraient. C'est pas eux de faire ça, quand tu disais, tu les responsabilises déjà très jeunes, tu vois. Donc, ouais. Et lui, on propose beaucoup de Laponie avec Explora. Ouais. Mais peut-être pas des immersions comme ça. Que je... Non, mais surtout c'était Noël, tu sais, c'était passé le jour de l'an là-bas. Ah, oui. Petite dernière question. Tu parlais justement dans l'interview que j'ai écouté que en fait les gens avaient justement des rêves inavoués. C'est ce qui fait que en fait aussi t'as voulu répondre à une demande des gens avec Explora. Est-ce que toi aujourd'hui, après ce que t'as fait aujourd'hui, t'as un rêve inavoué ou à demi inavoué entre guillemets que seul toi connais ou tes proches connaissent, que t'aimerais réaliser là dans les 1 an, 10 ans, peut-être 20 ans, et quelque chose vraiment qui te tiendra à cœur, que t'aimerais faire? Ouais, c'est une bonne question. Je suis en contrariété, ou en tout cas avec ce sujet de l'avion, parce que effectivement, moi j'ai envie de faire le tour du monde. Je veux dire, j'ai presque envie de dire comme n'importe quel citoyen du monde peut-être. Et en tout cas, j'ai le luxe de pouvoir imaginer que je puisse le faire un jour dans ma vie. Donc ça, c'est vrai, j'ai du mal à en voir dans quelle manière, de quelle organisation, quel timing, etc. Mais ça, j'aimerais bien. Pouvoir me rendre compte ce qu'il y a vraiment sur la planète, pouvoir avoir un impact positif peut-être dans ce tour du monde, donc construire quelque chose qui serve les communautés, qui aide, qui fasse avancer le schmilblick d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas encore sur quel domaine, entrepreneurial ou associatif ou solidaire, ou en tout cas ce serait certainement pas quelque chose d'auto-centré, c'est plutôt quelque chose de solidaire, et vivre ça, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, ouais, avec les miens. Ça c'est un grand défi. Après j'ai aussi un défi qui est plus difficile pour moi, parce que effectivement par construction on rêve d'ailleurs, on rêve de loin, on rêve de grand, etc., qui parfois nous font un peu oublier que le à côté de chez nous, le tout petit, le très proche, est aussi beaucoup dans le besoin. Et donc c'est moins mon élan naturel, mais pourtant je sais que il y a aussi, j'aimerais peut-être c'est moins inspirant, je sais pas, mais en tout cas arriver à me reconnecter aussi aux très proches, et avoir un rôle, tu vois, local dans quelque chose qui serve vraiment les gens, etc. Je crois que les réseaux nous amènent aussi beaucoup de loin, de machins, de montrer. En fait, si on pose le téléphone à côté, il y a plein de misère dans n'importe quel pays, et c'est arriver à reconnecter ça. Tu vois, ça, je l'ai un peu refoulé. J'ai fait un moment de ma vie en prépa et tout, beaucoup de Noël. J'en ai fait beaucoup, j'en ai fait au moins 2, mais 2 et demi de réveillon à la soupe populaire, aider, etc. C'est toujours des moments qui m'ont un peu bousculé, mais je les ai vite fait, et puis hop, je suis passé à autre chose, et j'ai pas beaucoup analysé ça, mais ouais, je pense que aider davantage dans les endroits vraiment. Je sais pas si je suis hyper armé, tu vois, pour me confronter à ça. C'est pour ça que ça reste un défi, peut-être, tu vois, qui pourrait te faire aussi encore évoluer, passer une étape. Je sais pas comment je pourrais cheminer, mais ce qui me touche aujourd'hui, ouais, c'est vrai que c'est les enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'enfance que moi j'ai eue. Donc tu vois, il y a quelque chose autour des orphelinats, quelque chose autour des enfants qui sont dans le besoin. Je dis pas que les adultes c'est moins important, je dis juste que l'enfant, tu sais vraiment que sa vie a de très grandes chances d'être sacrifiée, en fait, et tu peux encore inverser le cours des choses. Je sais pas qu'avec les adultes c'est pas le cas, mais malheureusement une grande partie de leur vie est derrière eux, donc si on est pragmatique, il y aura plus d'impact avec les enfants. Il y a plus d'impact, donc voilà, je sais pas de quelle manière, je sais pas où, mais voilà, ce serait peut-être ces thématiques-là. Magnifique. Merci. Merci mon Stan. C'était un plaisir. C'était super. Merci beaucoup. Merci de ton invitation.